Ancortom, ancienne ville fortifiée, date de l'an 1190. Le pont de pierre franchit un fossé de 100 mètres de large qui entoure la ville. La balustrade illustre le barattage de l'océan de lait, célèbre mythe hindou. À gauche, les dieux. À droite, les démons. Tous tiennent le serpent mythique qui anime la baratte. Le fossé. Ici aussi, des têtes ont disparu. Certaines ont été remplacées par des reproductions. Ce fossé longe le mur d'enceinte sur ses 10 kilomètres de long. Une des 5 portes d'accès, surmontée de la tête à 4 visages du dieu protecteur Avalokitesvara. Le mur, 6 mètres de haut. Ce chemin surélevé conduit au Bas-Fuon, un des très nombreux temples situés dans l'enceinte d'Ancortom. Seules les constructions en pierre subsistent. Toutes les habitations ont disparu, elles étaient en bois. Ces piscines étaient destinées aux puissants de l'époque. Aujourd'hui, les enfants peuvent s'y amuser. Il est vraisemblable que jadis leur accès était interdit au peuple, tout comme aujourd'hui le palais royal de Phnom Penh est fermé au public. Le chemin surélevé. Le Bas-Fuon est très dégradé. Au temps de sa splendeur, il était surmonté d'une tour en bronze. Tout ce qui était métal a été volé sur l'ensemble du site d'Angkor, même les tuiles en plomb qui recouvraient le palais royal. La terrasse des éléphants. Elle tire son nom du fait que de nombreux éléphants sont sculptés sur la façade de cette construction, du haut de laquelle le roi et sa cour assistaient aux parades et aux fêtes. Des hommes sont occupés à remettre en place des sculptures sur un mur qui menaçait de s'écrouler. Il n'y a pas que des éléphants sur cette façade, qui mesure 350 mètres de long. Il y a aussi des animaux fabuleux. Vous voyez ici une partie de façade effondrée. Les pierres sculptées étaient appuyées sur un mur en latérite. Soit qu'on refait le mur s'il n'est pas en trop mauvais état, soit qu'on le remplace par un autre en béton sur lequel les pierres sculptées seront ensuite reposées. Les pierres à déposer ont été répertoriées et nettoyées. Et voilà comment on les reprend le moment venu pour les remettre en place. Allons jeter un dernier regard aux éléphants.
Voyez celui-ci. Avec sa trompe, il étrangle un taureau. Évidemment, toutes ces sculptures ont durant 1000 ans subi les outrages du temps. La terrasse du roi lépreux tire son nom d'une statue censée représenter le fondateur d'Angkor, qui d'après la légende serait mort de la lèpre. Ici aussi, une équipe travaille à la réfection de ces façades de 7 mètres de haut entièrement sculptées, car elles menaçaient de s'effondrer. Avant de procéder à la dépose des sculptures, chaque pierre est numérotée. Les pierres sont nettoyées, puis stockées. Un mur de béton a été construit pour remplacer le mur de latérite en trop mauvais état. Ici, on ajuste des pierres non sculptées pour combler un manque dans cette façade car des éléments de sculpture ont disparu. Ces hommes lavent à l'eau et à la brosse cette autre façade. Le Bayonne date des années 1100. De loin, on dirait un tas de ruines. En fait, ce sont les galeries extérieures qui sont effondrées. En s'approchant, on distingue de nombreuses tours à visage. 49 tours pleines de mystères. 172 visages vous observeront durant votre visite du Bayonne. Mais cela ne met pas mal à l'aise car tous ces visages amorcent des sourires mystérieux. Ce n'est pas là la seule curiosité du Bayonne. Il y a aussi ces 1200 mètres de bas-relief extraordinaires qui couvrent les 4 faces extérieures du monument. Ils décrivent les scènes de la vie de tous les jours au Cambodge au XIIe siècle. Il faudrait passer ici des jours entiers pour détailler toutes ces scènes. Ici, on va faire s'affronter 2 chiens. Une barque vient de chavirer. Les crocodiles attaquent les hommes tombés à l'eau. Un ornithologue pourrait reconnaître ces oiseaux. Jadis, la forêt était peuplée d'une faune abondante. Aujourd'hui, elle est pauvre, car tout ce qui était mangeable a été tué. Sauf qui peut dans le Grand Lac, les crocodiles attaquent. Notez aussi que cette gigantesque bande dessinée taillée dans la pierre se déroule sur plusieurs niveaux. La finesse des détails est étonnante. On distingue même les cordes fixant le palanquin sur le dos de l'éléphant. Le chef mène ses troupes au combat. Ceux-ci sont vraisemblablement des paysans. Les hommes de l'armée de métier avaient des cuirasses et des boucliers. Les paysans n'avaient qu'un pauvre cache-sexe et une lance. Voyez la cuirasse du soldat de métier, son bouclier, sa lance. Les charrettes d'antan sont comme celles d'aujourd'hui. Elles avaient déjà ce bois dont le rôle est de protéger les roues. Ici, l'éléphant porte une précieuse chasse, trophée de guerre ou relique précieuse chargée d'assurer la victoire, mystère.
une grosse barque bourrée de soldats Cham prêts au combat. Venant du Vietnam par la mer et le Mékong, ils ont parcouru 1000 kilomètres pour attaquer Angkor. On amarre leur barque à la rive. On reconnaît les Chams à leur coiffure typique. Et on reconnaît les Khmers à leurs longues oreilles. Vraisemblablement des prisonniers. Un Khmer achève un Cham tombé au sol. Dans la cour, nous verrons surtout les tours à visage et aussi quelques bas-reliefs. L'intérieur du temple Bayon est un dédale de couloirs où la lumière ne pénètre que par les voûtes effondrées. Cette statue de Bouddha, sous la garde d'une bonzesse, attend les offrandes des fidèles.